Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Santé du Réel et bienvenue dans cette dernière émission de l'année 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour passer le cap, disons, sur l'année 2024, mon Dieu, année 8. Hein, on vient de quitter donc une année 7, si je ne dis pas de bêtises, voilà, bien sûr. Et donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, et oui, vous avez reconnu ce bâtiment ici, c'est Rennes-le-Château. Je vous l'avais dit, on va parler de Rennes-le-Château quelques fois durant cette saison. J'y compte bien et aujourd'hui, en plus de ça, j'ai l'honneur d'accueillir un compatriote puisqu'il est belge, tout comme moi. Il nous vient donc bien de Belgique, de la Wallonie, hein. Et donc, c'est bien Christophe Carlier que je reçois aujourd'hui. Comment vas-tu, Christophe? Très bien. Et toi, Alexis? Bah écoute, merci beaucoup, ça va bien. Écoute, voilà, hein, donc c'est ce que je disais. On est fin d'année. Aujourd'hui, on va parler avec toi de Rennes-le-Château parce que toi, alors par contre, tu vas sur un autre plan. Tu vas nous parler un petit peu, alors brièvement, parce que c'est aussi une matière très complexe. On y reviendra bien sûr tout de suite, puisque tu as aussi une chaîne YouTube, c'est comme ça que je t'ai découvert. Tu as également écrit un livre qui s'appelle L'énigmatique Mémoire de Sion, qui est sorti en 2019, qu'on peut se procurer sur Amazon, je mettrai les liens aussi. Et donc, je t'ai découvert comme ça sur YouTube, puisque donc toi, tu vas plutôt sur le plan, sur le côté archéo-astronomique. Alors, est-ce que tu peux déjà peut-être après, enfin avant de commencer avec ce pan-là, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à Rennes-le-Château, toi qui es justement en Belgique et qui n'est pas tout à fait à côté dans la région? Bah oui, on va commencer par ce début-là. Oui, oui, ben en fait, comme beaucoup de chercheurs de ma génération, j'ai connu Rennes le Château grâce à l'émission Mystère, Oui. cette fameuse émission qui était passée au début des années 90. Et donc, ça a été un premier contact avec cette affaire de Rennes le Château. Alors, bon, ben, à cet âge-là, j'étais enfant. Il faut dire aussi que j'avais un oncle qui était passionné par les histoires de trésors, qui nous racontait toute une série d'histoires comme ça. Et je crois qu'il m'a transmis aussi ce goût de la recherche, de la découverte. Et bon, ben après, j'ai un peu oublié cette affaire, on va dire. Et d'adolescent, à l'école, on avait demandé aussi de lire un livre, de choisir un livre, quoi. Et j'étais tombé sur un livre, comment ça s'appelait déjà? Ah, Les Tentations de l'abbé Saunière. Oui. Donc c'est un petit peu une biographie. Je crois que c'était de... De Jean-Michel Thibault, pardon. Ah oui, c'est ça, je me suis Oui, trompé, oui, oui, oui. complètement, oui, c'est ça. Donc voilà, donc adolescent, j'ai fait un petit exposé sur Rennes-le-Château pour le cours de français. Et après, on va dire que j'ai fini par oublier cette histoire, quoi, pour longtemps. Et puis là, allez, je devais avoir une trentaine d'années, quoi. Et là, c'était après la sortie du Da Vinci Code, on parlait beaucoup du Da Vinci Code. Et en fait, bon, ben, je ne l'ai pas forcément lu et tout ça, mais j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça et j'ai constaté que ça venait de Rennes-le-Château. Donc, je me suis réintéressé à l'histoire de Rennes-le-Château à ce moment-là. Et bon, ben, entre-temps, j'avais étudié les beaux-arts, j'ai eu des cours en histoire de l'art, toute une formation. Et en fait, quand je suis retombé sur les documents qui avaient été publiés par Gérard de Sède, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose là-dedans. En fait, c'est une œuvre d'art. Il y a des échos, il y a une redondance. Et je sentais bien qu'il y avait quelque chose de construit. Quelque chose qui fonctionnait sur un mode qu'on n'est pas habitué, mais qui avait une cohérence. Et donc, de là, j'ai commencé à penser à quoi ça pouvait correspondre, cette construction de signes, de symboles. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai tout de suite compris que si je lisais les recherches des chercheurs contemporains, que j'allais être fortement influencé et que je risquais certainement de me laisser porter par les courants qui étaient existants à l'époque. Et donc, ma démarche, elle a été de ne chercher que sur des sources ou des documents qui étaient antérieurs à la Bessonnière. Donc, c'est de dire, tiens, comment est-ce que je pourrais résoudre cette énigme-là en étant au 19e siècle?
sur base de quel document ou de quel genre de source. Et donc, je suis assez vite parti sur l'idée d'une théorie littéraire, d'une énigme fondée sur la littérature. Donc, que ces documents, quelque part, seraient une espèce de carte de navigation pour naviguer dans la littérature, en pensant qu'il y avait des références précises, de dire, voilà, dans ce texte-là, on parle de quelque chose. Et ça, c'est ce qu'on essaie de cacher ou de révéler. Donc, l'idée qui m'est assez vite venue, en fait, c'est ce que j'ai présenté dans la dernière vidéo que j'ai faite sur la Clépax. Donc, c'est cette relation au texte d'Ovide où on retrouve justement euh, ce concept d'un verset qui est numéroté 681 dans un texte qui parle de la paix et qui est introduit par justement des prévisions astronomiques qui correspondent à la date du 17 janvier. Donc on retrouvait un peu tous ces éléments de la cryptographie de Rennes-le-Château condensés sur un texte. Et bon, ben là, il y a déjà cette affaire d'astronomie qui est déjà en place par rapport au 17 janvier. Et comme il y a l'affaire de la Méridienne qui est là, juste dans la région, on retrouve un peu un axe aussi représenté sur la dalle de Blanchefort. Il y a aussi des rapports avec la date du 17 janvier dans la mythologie de la Méridienne, je vais dire. Et donc là, j'ai pensé à la question d'un phénomène astronomique, en pensant aussi au menhir des Pontiles qui est là, et que finalement, c'est souvent aussi, enfin, il y a parfois des rapports entre les menhirs et les étoiles et tout ça. Et à cette époque-là, bon, ben, j'ai eu de la chance parce que justement, j'étais en couple. Et le frère de ma compagne, enfin, il est astronome professionnel. Donc, il avait fait un doctorat en astronomie. Et donc, à un moment donné, je lui ai posé la question. Je dis, tiens, voilà, je m'intéresse à une énigme qui est là. Ça se passe dans le sud de la France. Je dis, je crois qu'il y a un rapport à l'astronomie. Est-ce que si je te donne des coordonnées GPS d'un point, est-ce que tu peux faire une observation, voir un peu ce qui se passe? Il me dit, oui, bien sûr, pas de problème, c'est facile, quoi. Donc, il a planché un peu là-dessus et il m'a envoyé un rapport par mail, un document quoi, avec quelques images qui illustrent. Et il m'a dit, bah, écoute, oui, en fait, il se passe quelque chose d'important sur le point que tu m'as donné. Il dit, il y a une corrélation là avec Sirius et les astres. Donc, Sirius, c'est les astres qui se synchronisent pour se lever et se coucher par le même point que le Soleil. Il dit, si tu veux mon avis, quelque chose comme ça, les anciens qui faisaient attention aux étoiles et tout ça, ça aurait dû leur attirer l'attention. Donc, je pense que tu es sur quelque chose qui est crédible, quoi. Il se passe quelque chose à cet endroit-là. Et les anciens, ils ont dû s'en rendre compte. Et donc, ça a été une première étape. Mais après, il a fallu du temps pour comprendre un peu la subtilité du truc, en fait. Parce que bon, ben, premièrement, là, le recoupement avec le méridien de Paris, il devenait évident. Il y a une histoire d'astronomie qui est là pour définir ça. Et au fur et à mesure que j'avançais dans mon enquête, je me suis rendu compte que, ben oui, ça avait à voir avec les Égyptiens, ça avait à voir avec le calendrier des Égyptiens. Et bon, au début, on a toujours un peu de résistance quand on trouve, enfin, quand c'est quelque chose qui est trop gros, on va dire. Comment ça se fait que personne n'a jamais vu ça depuis tout ce temps-là, quoi. Donc on se dit, c'est pas possible. Mais finalement, j'avais quand même cette curiosité de dire non, il y a quand même déjà quelque chose, et il y a trop de. Il y a trop de. Il y a quelque chose autour de ça, parce que sinon, cette énigme, elle n'existerait pas non plus. Et puis, à un moment donné où là, je suis tombé sur. Enfin, je les avais déjà, mais j'ai compris la subtilité de cette fraction de 6 heures.
qui est donc expliqué dans deux textes, dans les hiéroglyphes d'Horus Apollo, où on parle du renouvellement du calendrier des Égyptiens, comment ça marche. Et donc là, il donne un peu une définition de comment se comporte Sirius, et il parle d'une fraction de 6 heures. Et puis, il y en a un autre qui est dans la géographie de Strabon, où là, il parle des prêtres de Thèbes, comment ils ont calculé le calendrier en observant cette fraction de 6 heures. Donc, en ayant ces éléments-là, j'ai compris aussi que le phénomène, il évolue dans le temps. Il est pas constant. En fait, à notre échelle humaine, oui, parce que on va dire qu'on voit la même chose qu'il y a 100 ans ou qu'il y a 200 ans. Au cours des millénaires, c'est plus ou moins, au cours de l'humanité, je veux dire, on voit pas vraiment la différence. Mais de 5000 ans en 5000 ans, oui, il y a des différences. Et donc, ben, j'ai constaté que, en fait, ce phénomène, il n'a pas toujours été là. Si on remonte à moins 15 000, par exemple, on voit absolument rien du tout. Et c'est plutôt vers moins 7000 que on commence à voir l'apparition de ces astres, enfin, du sommet de l'orbite de ces astres, quoi, qui commence à se lever de l'horizon. Donc, au départ, c'est très, très rapproché. Et plus on avance dans le temps, plus il monte haut dans le ciel et plus il s'écarte. Et donc, au cours du temps, on a des cas de figure particuliers sur certaines époques, comme par exemple au temps des Égyptiens, au temps des prêtres de Thèbes, comme il le dit dans le texte Strabon. Et ben, à cette époque-là, on a justement tout un jeu de synchronisation, que par exemple, quand le soleil se couche, Sirius se lève exactement au même moment. Alors, il y a aussi la constellation du Lion qui aussi se synchronise à ce moment-là, dans ces années-là. Et bon, ben alors, voilà, c'est ça. En fait, si on compare des choses au temps des Égyptiens, au temps des Romains ou maintenant, il y a des paramètres qui changent. On a toujours Sirius et le Soleil qui passent par le même point, ça reste constant. Les planètes aussi, mais ça, en fait, chaque année, c'est variable parce que leur cycle est variable. Ceci dit, leur trajectoire passe toujours par le même point. Et donc là, j'ai compris qu'il y avait une époque exactement, que la fraction des 6 heures, en fait, elle correspond à une époque précise et à un lieu précis. Et donc, j'ai fait cette recherche, j'ai comparé par rapport à l'Égypte, j'ai comparé par rapport à Thèbes en Grèce. Et en fait, le moment où c'est cohérent entre la fraction de 6 heures et l'occupation de l'humanité, je veux dire la date au niveau de l'humanité, eh ben, au temps des Égyptiens, c'est à Rennes-les-Bains que c'est cohérent, cette Parce que fraction de 6 heures. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, tu as fait ce calcul, justement, on le voit dans ta toute première vidéo, justement, de la chaîne, je la mettrai aussi en lien, bien entendu, parce que c'est beaucoup plus détaillé, et beaucoup plus, comme tu disais en off, avec des illustrations, puis une carte qui indique quand même toutes ces mesures que tu as pu faire, ou ce fameux 17 janvier, le fameux 17 janvier dont on parle tant et tant dans l'affaire de Rennes-le-Château, semble justement être Ouais. en équation avec Sirius, justement. C'est fou. Mais apparemment, enfin, je sais pas, c'est un truc visible, mais aussi qui peut suspecter un rapport entre Sirius, sa valeur dans le calendrier égyptien et la méridienne de Paris. Enfin, voilà. Quelque part, oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de langage de symbole égyptien tout autour de cette méridienne. Mais bon, voilà, il fallait faire le rapprochement et l'assumer surtout. Alors, il s'occupe de recalculer, je crois, la méridienne de Paris, c'est ça? En fait, la méridienne de Paris était d'origine égyptienne à la base. C'est ça que tu as trouvé Oui, moi, en fait, je pense que le méridien de Paris, ça vient de là. En fait, ils avaient déjà une méridienne qu'ils avaient mis Voilà. là sur l'île de Fer, donc qui est le point le plus à l'ouest de la France, la partie du territoire français de l'époque qui était le plus à l'ouest.
Et cette méridienne-là, elle avait pas longtemps, hein. Elle avait peut-être, je ne me souviens plus des dates exactement, mais elle devait peut-être avoir 30 ou 50 ans. Et tout à coup, il se pique de l'idée de vouloir tracer une nouvelle méridienne en France, alors qu'ils en avaient déjà une. Alors on pourrait dire, oui, il y a peut-être un truc mystique avec la date 1666 et tout ça. Mais moi, je pense pas spécialement à ça. Je pense que c'est tout simplement, en fait, moi, je mets ça en relation avec Nicolas Poussin parce que, en fait, il y a une lettre dans laquelle, bon, il y a l'intendant du roi Fouquet, Louis Fouquet et Nicolas Fouquet, là, qui établissent, enfin, qui ont une correspondance. Et donc, il y en a un des deux qui dit à l'autre, voilà, moi, j'ai parlé avec Poussin. Et Poussin, il dit qu'il voilà, il a un secret qu'il en fera peut-être profiter au roi parce qu'il y a des grands avantages à en tirer. Et donc, il parle comme ça de quelque chose qui est spécial à rechercher, qui finalement est aussi lié à une affaire de fortune et de pouvoir. Et finalement, on n'en sait pas plus. Mais vu le ton de cette lettre, en fait, ben, on sait que Nicolas Poussin, il avait quelque chose entre les mains. Et dans la lettre, ça transparaît que finalement, on informe le roi que Nicolas Poussin a quelque chose entre les mains et que peut-être qu'il va parler. Et donc, en fait, quand ce projet de la Méridienne surgit, Nicolas Poussin, il est mort depuis un an ou deux. Donc, je raccorde un peu cette affaire-là comme ça, parce qu'aussi, il n'y a pas que ça non plus. C'est aussi Louis XIV, il était aussi obsédé par Nicolas Poussin. Je veux dire, c'est lui qui a fait qu'on recherche ces tableaux pour les ramener au Louvre, dans ses collections de France. Il a quand même eu la seconde version des Bergers d'Arcadie dans ses appartements privés. C'est même marqué sur la légende d'une gravure. C'est pas une légende. Je veux dire, c'est officialisé. Louis XIV avait vraiment cette peinture dans ses appartements. Et apparemment, il y avait cet intérêt de savoir que Nicolas Poussin y avait caché des informations. Et donc, à la suite de ça, ce qu'on peut constater aussi, c'est que le projet de la Méridienne, c'est vraiment le tout premier projet qui a été fait par les académies. Et alors, on peut constater aussi qu'au fur et à mesure qu'il la trace, elle est aussi recalculée à partir d'un moment donné. Il la réajuste. On se demande pourquoi. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Pourquoi devoir la tracer Ouais. physiquement, de devoir passer sur le terrain pour faire une espèce de marquage ou de traçage? Je veux dire, pourquoi finalement, si c'est juste un axe géographique, un repère géographique qui n'a aucune autre fonction que celle-là, je vois pas l'intérêt de marcher vraiment le long de cette ligne pour voir Wellman quelque part. Je vois pas. À croire qu'ils avaient besoin de tâter le terrain et de voir un peu sur place peut-être certaines informations par rapport à cet axe finalement. C'était peut-être comme on dit comment est-ce qu'on dit un prétexte finalement. Voilà, un prétexte Oui, de. c'est ça. Hmm. Je pense que c'était le moyen de retrouver quelque chose quelque part. Oui, oui. C'était de suivre cet axe géographique Hmm. jusqu'à trouver le bon point où se Hmm. croise la bonne latitude et la bonne longitude. Et toi, Christophe, est-ce que tu as eu Et l'occasion justement. Ah, pardon, excuse-moi. Il y a un décalage. Non, c'est pas grave. mais j'allais juste rajouter pour conclure là-dessus sur la Méridienne et le projet du tracé et tout ça, que aussi ben, un des hommes forts de ce projet-là, c'est Colbert. Oui. Et Colbert, en fait, il a eu entre les mains justement ce livre de Laurus Apollo, donc qui est une traduction des hiéroglyphes de Apollon. C'est un livre qui avait disparu pendant des siècles. Et Colbert, il a eu entre les mains la version qui est la version originale de la traduction de Nostradamus, donc avec ses annotations, corrections et tout ça.
Et donc, voilà, c'est lui qui a mis la main sur ce livre à cette époque-là dans la Bibliothèque royale. Et ben, il y a encore ce rapport aussi, parce que c'est le livre justement c'est un des deux livres qui comporte des indications sur cette fraction de 6 heures dans le rapport au phénomène astronomique qui définit le calendrier des anciens Égyptiens. Moi, je suis certain que les recherches ont été dans ce sens-là, je pense, hein, au niveau astronomique, puisque de toute façon, comme tu le dis très bien dans cette première vidéo que tu as faite sur ta chaîne, que j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller voir justement après cette interview, euh, c'est le fait que pour pouvoir justement, comme tu as très bien dit, pouvoir réfléchir comme au 19e siècle et sans passer par toutes les informations qu'on a maintenant et qui sont à la fois riches et à la fois aussi tellement nombreuses qu'on s'y perd parfois aussi. Euh, c'est de passer par justement l'archéo-astronomie et donc justement de pouvoir dater un événement, dater un lieu aussi, avec justement l'astronomie. Et ça, c'est vraiment. Est-ce que toi, tu avais justement des notions d'astronomie ou tu es justement passé par. Au départ, non, pas du tout. Je n'avais pas vraiment de notion. Mais en fait, il m'a expliqué comment utiliser Stellarium. Il m'a dit, si tu veux maintenant étudier le truc par toi-même, aller voir telles années et tout, il dit, je t'explique comment ça marche, c'est assez simple. Et c'est vrai que c'est assez simple. Il suffit de paramétrer et voilà quoi. Et donc à partir de là, ben, j'ai commencé à faire mes recherches par moi-même, de commencer à, tiens, telle année, qu'est-ce qui se passait, et telle année, qu'est-ce qu'on voyait. Mais après, quand je suis arrivé à mes conclusions sur cette fraction de 6 heures et tout ça, et ben là, je suis allé voir à l'université d'astronomie. J'ai demandé pour parler à un astronome là, un professeur de là-bas, quoi. Et donc, ils m'ont dit, oui, tu peux venir à telle heure, juste après un cours ou quoi, il y a un prof qui accepte de me parler. Donc, je suis allé avec mon dossier, donc j'ai expliqué, voilà, moi j'ai observé ça, j'ai déjà travaillé ça avec un collègue à vous il y a quelques années, et j'en arrive à cette conclusion-là. Donc là, je lui ai présenté la théorie sur la fraction des 6 heures, sur le rapport qu'il y avait dans les textes et tout ça. Et il m'a dit, ben oui, en fait, scientifiquement, c'est tout à fait valide, quoi. C'est exactement ça. Il y a des paramètres et finalement, ils ne peuvent correspondre qu'à un seul endroit, à une seule date. Donc, il m'a confirmé tout ça. Et donc, je lui ai demandé, mais moi, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant, quoi? Parce qu'il y a quand même une dimension archéologique derrière ça. Il y a une finalité. C'est pas seulement une observation astronomique, c'est aussi dans un rapport d'affaires archéologiques. Et là, il m'a dit, ben là, c'est des secteurs différents, quoi. Moi, au niveau de l'astronomie, tout ce que je peux te faire, enfin, tout ce que je peux faire, c'est dire, voilà, cette théorie-là, elle est valide, ça fonctionne. Maintenant, ce qui est question sur le terrain, là, c'est plus le problème des astronomes, là, c'est le problème des archéologues. Et en fait, oui, il m'a dit aussi que les astronomes aujourd'hui, ben, ils s'intéressent tous aux planètes perdues, aux planètes sur lesquelles il pourrait avoir de la vie très loin, et le système solaire, oui, les exoplanètes et tout ça, le système solaire, pour eux, c'est un truc de ringard, quoi. Il n'y a plus rien à découvrir, tout est contrôlé sur des simulateurs et tout ça, donc il y a plus vraiment de mystère. Et donc finalement, ce genre d'études, pour eux, c'est pas vraiment de l'astronomie, c'est plutôt de l'archéologie, en fait. Alors là, c'est là qu'après ça devient problématique, c'est que donc c'est un thème qui revient aux archéologues. Donc j'ai commencé à faire des démarches en France avec les archéologues de la DRAC. Et alors ben, là, j'avoue que c'est un peu bizarre parce qu'au début, ils étaient intéressés par le dossier. Je vais même dire que j'ai travaillé à composer un dossier et tout ça. C'est quand même remonté jusqu'à la préfecture. Et puis là, il y a eu une espèce de changement d'attitude, quoi.
Et bon, là, j'ai reçu une lettre officielle comme quoi c'est pas de la, enfin, ce que je fais, c'est pas de l'archéologie, c'est pas, donc voilà. Ça a terminé comme ça a coupé court. Ouais, bon, enfin, maintenant on comprend pourquoi aussi, avec tout ce qu'on sait un peu sur, sur la fête de Rennes-le-Château, qui est quand même relativement tabou, hein, comme tu le sais, enfin, chez les officiels en tout cas, hein. Oui, C'est pour ça que toi tu fais finalement ta propre popote et puis tes propres recherches, et ça c'est vraiment bien, faut vraiment continuer est-ce que tu as pu te rendre sur les lieux, toi, Christophe? Est-ce que tu as pu découvrir des choses, toi, par toi-même ou avec... Oui, oui, j'y suis allé 2 fois, non, 3 fois. Magnifique, Des très courts séjours, mais oui, bon, c'est vrai que il y a eu un moment où, à force d'étudier tout ça dans la littérature, j'ai eu besoin de me rendre sur les lieux pour me faire une idée. c'est ça. Et ben oui, oui, ça a été important de le faire parce que, bon, en fait, mes recherches, elles ont commencé à me mener sur des coïncidences paysagères, je vais dire, sur des éléments paysagers, des choses qui existent, comme le menhir ou des choses comme ça. Et donc, ben, il a fallu que je me rende sur place pour voir s'il y avait une relation entre ce que j'étais en train d'établir et la réalité du terrain. Et donc, oui, comme j'ai trouvé des coïncidences et des choses que je recherchais en théorie et qui se trouvaient là pour du vrai, je me suis dit, bah, je suis peut-être bien sur quelque chose d'intéressant qui fonctionne, quoi. Mais malheureusement, c'est très compliqué de se rendre sur place parce que, bon, bah, déjà, faut du budget pour y aller, il faut du temps pour y aller. Et puis après, ben, là-bas, c'est aussi très compliqué sur le terrain, quoi. Est-ce que tu as pu rencontrer, Christophe, est-ce que tu as pu rencontrer d'autres chercheurs éventuellement ou Oui, 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 j'ai fait des rencontres très intéressantes. est-ce que tu as notamment rencontré des personnes qui t'en parlent de cette version-là, de cette clé finalement de compréhension du phénomène, enfin du phénomène, de cette affaire, de cette piste finalement très très intéressante, hein. Moi, je le dis à chaque fois, enfin, à chaque fois, en tout cas dans toutes ces affaires-là, je trouve qu'il n'y a rien à jeter, il faut tout garder, il faut tout mettre ensemble et pouvoir justement, encore une fois, essayer de reconstituer ce grand puzzle. C'est pas évident parce que c'est vraiment, comme on l'avait dit avec Chris et Jacques Lefranc, tout récemment, dans l'interview qu'on a donnée avec justement le rapport au tarot, hein, j'invite les auditeurs à chaudement revoir ou en tout cas découvrir cette interview. Et effectivement, c'est toutes des pistes qui, pour moi, font partie d'une grande enquête finalement, hein, enquête dans laquelle on a compris les officiels ne veulent pas qu'on s'y rende. Ça, c'est pas nouveau. Je pense que pour ceux qui connaissent toutes ces affaires-là, il est vraiment pas bon de fouiller finalement dans l'histoire, dans l'archéologie, hein. Voilà, donc tout ça est bien ficelé, malheureusement. Mais bon, quand bien même, il faut des gens comme Christophe et comme tous les chercheurs que j'ai soit reçus, soit qui existent et qui ne sont pas connus aussi. Très important de leur rendre aussi hommage à ces personnes-là qui sont dans l'ombre et qui finalement, voilà, au fur et à mesure, bah, découvrent des petites choses ou même des grandes choses et voilà, et qui peuvent faire avancer le schmilblick. Voilà, en tout cas, mais vraiment, voilà, c'est vraiment. Bah, encore une fois, c'est pas une conclusion ici parce qu'on n'en est pas encore à la fin, mais c'est vraiment, je t'encourage et on t'encourage d'ailleurs tous hein, à continuer. De toute façon, dans ce que tu peux faire, voilà, à distance, comme on dit. Comme tu dis, en étant au nord, on n'est pas forcément tout près de cet endroit. J'ai jamais d'ailleurs mis les pieds. J'aimerais un jour y aller, voilà. Mais c'est vrai que sur le terrain, voilà, on peut toujours découvrir encore parfois plus facilement que. Oui, c'est sûr. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour les encouragements. Et c'est vrai que si j'ai fait ce canal de YouTube, c'est aussi dans cette optique-là, quoi, de partager ce que j'ai découvert au cours de mes enquêtes et tout ce travail-là, parce que je pense que finalement, c'est quand même. Enfin, je pense que j'ai mis en avant des choses qui sont importantes. Et oui, je pense que c'est important de les partager.
Et d'ailleurs, en fait, c'est vraiment bien parce que aussi, depuis que je fais ça, ben, il y en a d'autres qui m'écrivent, on est en contact, il se passe des choses, quoi, des partages. Le fait est aussi et que il faut souligner que tu vas quand même, toi, sur non pas une symbolique, mais là, pour le coup, quelque chose de factuel, hein, plus justement, encore une fois, tout ce qui est archéologique et scientifique, hein, c'est vraiment un peu ta démarche aussi, n'est pas à proprement parler ésotérique, comme on a pu déjà en débattre ici sur la chaîne. Mais elle est quand même, voilà, elle est, pour ma part, encore une fois, je le répète, c'est intimement lié. Les astres, on le sait dans l'histoire, tout ce qui est secret, même limite, encore une fois, archéologique, historique, voire magique, pourquoi pas, et sont liés intrinsèquement eh bien, à cette lecture, à cette grande carte stellaire qui est juste là, finalement, devant nos yeux, enfin en tout cas, par, par jour de beau temps, bien sûr. Mais, ou alors, encore une fois, via des logiciels qui sont assez bien foutus quand même. Et donc voilà, donc c'est vraiment une matière à creuser, clairement, quoi. Et à mon avis, il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Mais il faut, bien sûr, passer beaucoup de temps aussi, et ça, c'est... Mais oui, je pense qu'il y a là, en fait, on est sur quelque chose qui est scientifique, mais qui finalement donne un crédit à l'hermétisme. Parce qu'on a une dimension hermétique qui est là comme un langage et qui nous dit il y a quelque chose qui remonte jusqu'à l'Égypte ou quelque chose en rapport à l'Égypte qui est ici ou qui est là. Et jusque-là, sans avoir cette accroche qui est scientifique, enfin une preuve scientifique qui a un rapport à l'Égypte qui est là, ben en fait, ce message, enfin ce langage-là d'égyptologie, il aurait pas de sens s'il n'y avait pas cette. Enfin, il aurait un sens, mais on pourrait pas vraiment le raccrocher à la réalité. On dirait oui, ben voilà, c'est de la fantaisie. Mais là, comme on a une donnée scientifique qui nous dit il y a bien quelque chose qui a un rapport à l'Égypte sur cet axe-là, on peut pas dire que ce langage hermétique est là par hasard. Ce langage hermétique qui fait référence à l'Égypte, ben alors il est pas là par hasard à cet endroit-là, quoi. Il y a forcément une relation entre les deux. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, la mythologie ou l'hermétisme, c'est un peu des disciplines qui ont toujours été un peu mis entre guillemets. Ce sont des qui n'ont pas vraiment une crédibilité scientifique ou quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, dans la mythologie, il y a beaucoup d'informations et la mythologie, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Même au niveau contemporain, je veux dire, il y a des mythes contemporains. La publicité d'aujourd'hui, elle manipule des mythes d'hier. Je veux dire, le mythe de l'âge d'or, c'est pas quelque chose du passé. Je veux dire, à chaque fois qu'un politicien nous promet un monde merveilleux dans lequel tout le monde sera égal, dans lequel l'abondance est là pour toutes, pour tous et pour toutes, eh ben, qu'est-ce qu'il fait là? Il joue avec le mythe de l'âge d'or. Je veux dire, ce sont pas des choses qui sont sans pouvoir, en fait. Les mythes, ils sont réellement présents et ils font partie de notre réalité. C'est quand même aussi des choses qui font partie de notre inconscient. Et justement, jouer avec ces mythes, c'est aussi une manière de jouer avec l'inconscient des gens. C'est peut-être finalement ce trésor, il est peut-être plus philosophique. C'est vraiment peut-être plus la pierre philosophale. Là j'y vais. Hein, j'en sais rien, mais tant qu'à faire en cette fin d'année, soyons fous. Mais c'est peut-être plus philosophique que de façon trésorier. Et puis alors on le sait très bien, il y a des documents, etc., et qui ont été changés. Il y a des connaissances clairement. De toute façon, on va pas revenir là-dessus. Il y a eu tellement d'émissions là-dessus et avec les quelques interviews que j'ai faites aussi également. Voilà, il y a beaucoup de choses à creuser aussi. Mais je pense qu'il y a quelque chose de philosophique à en tirer aussi. Je pense que finalement, comme tu dis, c'est un petit peu cet âge d'or, finalement, cette époque qui est révolue, hein, qui a fait partie de l'humanité, visiblement, puisque tout fonctionne par cycle, exactement comme avec les astres, etc. Tout n'est qu'une question, finalement, de cycle. Et justement, grâce à l'astronomie, on peut retracer, on va dire,
un pan de l'histoire, en tout cas au niveau du ciel, hein, uniquement, voilà. Sauf si on fait des analogies justement avec telle ou telle carte, tel ou tel indice, mais qui, comme on l'a dit avec Chris, disparaissent de plus en plus de toute façon. Puisque toi aussi, tu parles notamment dans ta vidéo qu'il y aurait eu plusieurs, si je ne m'abuse, tu me corriges, hein, qu'il y aurait eu plusieurs tombeaux, parce qu'on parlait du tombeau donc du peintre justement de Nicolas Poussin qui a été reproduit dans les années 30 en France. Et apparemment, il y aurait eu d'autres tombeaux. C'est bien ça que j'ai compris? Ou alors... Il y a un moment où je dis qu'en fait, sur le site des Pontilles, il y a un document dans le registre du cadastre qui mentionne que, à l'époque, je crois que c'est au XVIe siècle, plus ou moins, en tout cas avant cette période-là, il mentionne la présence d'un cimetière qui est rapporté à l'ouest du hameau. Donc en fait, oui, voilà, de manière officielle, il y avait un cimetière dans ce coin-là. Maintenant, c'est pas forcément exactement sur le tertre, c'est peut-être un peu avant, peut-être un peu après, parce que bon, c'est quand même aussi un fameux caillou, quoi, pour mettre, pour creuser là-dedans, c'est quand même de la pierre. Donc peut-être que ce cimetière est juste à côté, ou alors peut-être que c'est exactement là, quoi. Mais en tout cas, ils disent à l'ouest du hameau, il y avait un cimetière qui était enregistré dans le cadastre anciennement, quoi. C'est intéressant parce que à ce moment-là, on peut penser que Nicolas Poussin se serait justement inspiré d'un des tombeaux qui était à ce moment-là, qui existait dans ce cimetière et qui forcément a disparu, et dont celui dont on a une photo là dans les années 30, enfin qui auraient été créés là, n'est finalement qu'un hommage, comme tu as très très bien dit justement dans ton documentaire. Voilà quoi, c'est. Mais je crois pas vraiment que Poussin se serait inspiré d'un tombeau réel parce qu'il le peint sous différents aspects. Et moi, mon idée, c'est plutôt qu'il parle de quelque chose qui est qui se trouve dans la littérature, en fait. Parce que, par exemple, dans le Songe de Polyphile, bon, voilà, c'est un ouvrage qu'on dit aussi que c'est un ouvrage initiatique, hein. Euh, mais là, par exemple, on a la question d'un tombeau dans la nature. Dans l'Arcadie de Saint-Nazaire aussi, on a des questions de tombeaux champêtres. Et donc, j'ai un peu plutôt l'impression que lui, il parle de quelque chose qui a été dit dans la littérature et qu'il en fait l'illustration quelque part. Mais ceci dit, je pense que la dalle de Blanchefort devait. Moi, je pense qu'elle existait déjà à cette époque-là, en fait. Et qu'il y avait quelque part un tombeau près de Rennes-les-Bains qui reprenait un petit peu cette mise en scène du tombeau de Poussin. Pas forcément dans la même forme, mais que cette dalle, elle était là quelque part. C'était un tombeau, quoi. Alors, est-ce que tu veux nous parler peut-être, Christophe, d'autres recherches? Parce qu'on parle de Rennes-le-Château, mais il n'y a pas que Rennes-le-Château. Alors, je sais qu'il y a, donc, il y a plusieurs sur ta chaîne. En tout cas, tu vas sur d'autres sentiers, hein, notamment. Donc, tu parles des haines inversées vers l'Égypte des initiés. Alors, il y a aussi, toi, tu évoques ça. Tu évoques aussi Asmodée, hein, le fameux diable qu'on retrouve dans l'église de Rennes-le-Château. Mais non, moi, en fait, oui, je brasse d'autres thèmes parce que, en fait, finalement, cette recherche, où est-ce qu'elle m'a mené, c'est à faire une recherche dans la littérature. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? En fait, euh, on va dire que j'ai commencé à étudier ces textes, l'Arcadie de Saint-Nazaire, le Songe de Polyphile, et à constater qu'il y avait un rapport avec les textes de l'Antiquité. Donc, ce sont des ouvrages qui sont fortement inspirés de la littérature qui parle de l'Arcadie, donc Théocrite, Virgile, Ovide, tout ça, c'est vraiment réaménagé par ces auteurs de la Renaissance. Et donc, ben voilà, j'ai constaté que ils travaillent surtout en ciblant certains textes. Il y a des rapports à certains textes plus qu'à d'autres. Il y a comme ça des thèmes avec lesquels il y a un jeu qui s'installe. Et donc finalement, j'ai constaté qu'il y a un rapport comme ça entre ces textes de l'Antiquité et les textes de la Renaissance. Mais aussi, après, il y a les auteurs du 19e siècle comme Jules Verne ou Maurice Leblanc,
dont on dit aussi que leurs ouvrages, c'est des ouvrages initiatiques ou inspirés de choses d'initiés. Et en fait, voilà, moi j'ai remarqué il y a un modèle, il y a un modèle qui est répété. C'est-à-dire que je pense que Jules Verne et Maurice Leblanc, ils ont été rechercher un modèle qui se trouve dans la littérature de la Renaissance. Et ces auteurs de la Renaissance, ils ont créé ce modèle en allant chercher des sources qui sont antiques. Donc on a une espèce de jeu de littérature où on nous fait toujours remonter plus loin dans le temps. Et finalement, c'est comme si on faisait un peu une brochette d'extraits littéraires. Et finalement, quand on commence à s'intéresser aux détails de ces textes, on se dit, tiens, il y a une relation. On retrouve les mêmes éléments, on retrouve les mêmes décors. Et finalement, ce qui change, c'est juste l'époque. Et donc là, j'en suis arrivé à me demander, finalement, est-ce qu'il n'y a pas là des auteurs, des artistes qui savent quelque chose et qui le reproduisent, qui le restituent et qui disent, voilà, enfin, qu'en fait, ils nous suggèrent qu'il y a quelque chose à comprendre quelque part. Et voilà, moi, finalement, c'est ça vraiment le cœur de mon étude, quoi, de mes recherches, c'est ça. C'est d'établir des correspondances entre des textes de différentes époques et de se dire, tiens, là, il y a une filiation, il y a une tradition, quoi. Ouais, c'est ça, il y a comme un fil rouge, en fait, un fil de Diane, quelque chose vraiment qui fait qu'il y a une volonté de garder comment est-ce que je veux dire, non pas ce mystère, mais justement cette, euh, oui, une connaissance de toute façon, et qui se transmet d'auteur en auteur, d'artiste en artiste, puisque on le sait, bon, on l'a vu avec Nicolas Poussin, parce qu'il y a Nicolas Poussin, mais aussi d'autres artistes, qui finalement, on l'a vu dans le documentaire de Georges Combe, hein, notamment avec Van Dyck, hein, que tu connais bien, toi qui es spécialiste un peu en peinture, qui donc aussi parle du tableau alors qui a été justement copié de Van Dyck, mais qui a été mis à l'envers, etc. Enfin bon, bref, il y a un tas de choses qui ont été codées justement, avec ou sans N inversé. Et donc finalement, Jules Verne, on le cite souvent dans les documentaires ou dans les livres sur Rennes-le-Château, mais il n'y a vraiment pas que lui, quoi. Vraiment, voilà, on se rend compte que ça remonte à beaucoup plus loin. Et donc ça, c'est vraiment très très intéressant ce que tu as fait comme recherche, parce qu'effectivement, je crois que il faut quand même retenir un truc, c'est que plus on avance dans le temps, plus il y a un savoir qui se perd en tout cas. Alors pas un savoir au niveau des initiés, hein, ceux-là ils le gardent bien dans la pierre, dans le marbre, je dirais. Mais nous, par contre, qui ne sommes pas initiés à ce point-là, ou en tout cas qui n'avons pas toutes ces connaissances, on doit faire comme le petit poussé, finalement, rechercher les cailloux, tous les indices qui ont été disséminés ci et là. Et c'est ce que je dis, il faut vraiment, faut pas traîner, quoi, parce que il y a beaucoup d'informations qui, on le sait, disparaissent, et d'Internet, pourquoi pas, et aussi des librairies, bien entendu. Il y a beaucoup de livres qui ne sont pas réédités, voilà, et qui deviennent d'ailleurs de plus en plus rares aussi et à trouver, quoi. Donc, je pense que voilà, je pense qu'il faut continuer si on veut, enfin, si on veut espérer que ça se perpétue justement à notre niveau plus tard. Eh bien, je pense que voilà, tu fais partie de toute façon de ces chercheurs, hein, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Dès que t'as entrepris, alors peut-être pas comme un chercheur qui y passe tout son temps, comme il y en a beaucoup qui le font, bien que ça devient compliqué aussi, parce qu'il faut quand même savoir vivre, hein. Chercheur ne veut pas dire pouvoir en vivre, loin de là. Mais de temps en temps, éditer un bouquin, c'est pas ça qui rapporte. On le sait, hein, c'est voilà. Donc franchement, bah, chapeau à toi, et encore une fois, vraiment, je t'encourage à continuer là-dedans, et pourquoi pas, bah, peut-être nous en parler dans un futur ouvrage, qui sait, le temps nous le dira, hein, donc, Oui, on a un autre qui est pas loin de sortir. Enfin, il est bientôt prêt, quoi. Maintenant, bon, faut que je vois encore comment il va sortir, mais en tout cas, il est presque prêt.
Intéressant. Et est-ce que tu peux peut-être nous teaser deux, trois informations dessus ou tu préfères le garder secret? Donc, je peux en parler, bien sûr. Mais, en fait, c'est dans la continuité de l'énigmatique mémoire de Simon, c'est dans cette continuité, donc, la continuité de mon premier livre. Et en fait, là, dans ce livre-ci, dans ce travail-ci, je rentre vraiment dans l'étude, une étude profonde des lieux, en fait, qui sont mis en scène dans les textes de la Renaissance. Donc là, j'analyse vraiment assez profondément le songe de Polyphile, l'Arcadie de Saint-Nazaire sur des thématiques de topographie. Et donc finalement, c'est un peu comme ce serait comme une espèce de visite virtuelle de cet univers souterrain. Donc une visite virtuelle de ces temples et de ces éléments souterrains qui sont décrits. Alors ils ont, voilà, c'est toute l'ambiguïté de la chose, c'est que on a des descriptions qui sont fournies. On ne sait pas si c'est de l'invention, si c'est de l'imagination ou si c'est en rapport à quelque chose qui a été observé. C'est vraiment très confus comme, comme situation parce que finalement, encore une fois, on parle, il y a des recoupements qui peuvent se faire entre des auteurs qui se connaissent pas forcément, qui sont pas forcément de la même époque et qui parlent exactement de la même chose avec des mots différents et avec certaines descriptions de détails qui coïncident fortement. Donc là, c'est vraiment ambigu aussi de savoir d'où ça vient ces informations, d'où vient ce modèle. Est-ce qu'ils ont tous lu quelque chose un texte duquel ils sont inspirés, mais apparemment non, parce que justement, dans ce cas-là, ils se répéteraient dans la mise en forme aussi. Il n'y aurait pas de choses que certains disent, que d'autres ne disent pas, des choses qui se complètent, et c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a des choses qui ont été vues, qu'il y a des informations qui ont circulé, je ne sais pas. Mais en tout cas, je présente cette étude-là, et après, je crois que ça, chacun doit s'en faire une idée, mais en tout cas, c'est intéressant. Je dis, il faut vraiment pas, encore une fois, il faut vraiment pas avoir peur, je pense, d'étaler son savoir, d'étaler ses connaissances, ses recherches, parce que, encore une fois, je me répète, ça fait partie de toute façon de Rennes-le-Château, on le sait, enfin, Rennes-le-Château et tout ce qui entoure, hein, parce qu'on parle de Rennes-le-Château, il n'y a pas que Rennes-le-Château, on l'a compris, Rennes-les-Bains, Oui, oui, c'est un label, c'est le label toute la région. voilà, toute la région de l'Aude finalement quelque part hein, pour faire plus large. Et il y a vraiment un mystère par rapport à ça aussi euh, et qui va je pense ouais on l'a compris hein, au fur et à mesure au fil de ces interviews de tous ces reportages qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important. Là, tu nous en as démontré finalement quelque part une partie avec non seulement l'archéoastronomie, qui peut être adaptée finalement à d'autres sites, hein, pas que à Rennes-le-Château, ça on a bien compris, mais aussi voilà qu'il y a une volonté finalement de ne pas laisser faire finalement le chercheur lambda qui veut en savoir un peu plus et voilà, tu en parlais là, tout de suite par rapport à tout ce qui est administratif et voilà. Donc finalement, on nous met des bâtons dans les roues, mais finalement, ça nous conforte dans l'idée qu'il y a quelque chose encore justement à creuser. Et je pense que c'est ce que tous les chercheurs auront fait depuis le début. Pour ceux qui ont eu des bâtons dans les roues et en ont encore maintenant actuellement, s'ils n'ont pas abandonné, parce que ça, c'est encore aussi quelque chose qui est désiré, je crois, et désirable, c'est que finalement que toutes ces personnes abandonnent un petit peu et arrêtent un petit peu de creuser, c'est le cas de le dire. Moi, je dirais pas qu'on me met des bâtons dans les roues, mais je veux dire que je suis déçu qu'il n'y a rien, en fait, au niveau institutionnel. Voilà, finalement, on dirait ça n'existe pas, il n'y a pas de prospection archéologique en France. C'est seulement, finalement, d'après ce que je comprends de ce qu'ils me disent à la DRAC, en fait, ils ne s'occupent
que que d'étudier ce qui a déjà été découvert, en fait. Ils font pas, ça n'existe pas le fait de dire, tiens, il y a peut-être un site là, on va aller chercher. Apparemment, ça n'existe pas. C'est plutôt, voilà, il faut bouger ce site-là parce qu'on va mettre une autoroute. Donc là, ouais, on va faire un chantier de fouilles, et voilà, quoi. Mais il n'y a pas une vraie volonté de rechercher des choses, en tout cas, non, ça, il n'y a pas. Et bon, ben, finalement, c'est dommage aussi qu'il n'y ait pas localement quelque chose qui soit en place aussi, quoi, pour dire. Parce que finalement, même Maladrac, ils n'ont aucune reconnaissance pour l'archéologie de Rennes-les-Bains, qui est, je vais dire, la partie historique, par exemple, toutes ces découvertes qui ont eu lieu, qui sont rapportées dans le manuscrit d'Elmas, toutes ces archives-là, en fait, ça n'existe pas. C'est des informations, mais ça vient du milieu de Rennes-le-Château, du coup, c'est pas crédible. Je sais pas, je comprends pas c'est quoi le. Là, je comprends pas le problème, en fait, parce que je comprends qu'on puisse dire, oui, voilà, faire des recherches sur Rennes-le-Château, ça correspond pas forcément à de l'archéologie, c'est de l'archéologie fantasmée ou. D'accord, ça, je peux comprendre cette limite-là. Mais maintenant qu'on dise, ben oui, non, en fait, il n'y a pas d'archéologie à Rennes-les-Bains, là, je dis, c'est pas possible. Il y a des mines, mais il y a des mines, il y a des restes romains, il y a des choses. Donc dire qu'il n'y a rien, c'est pas de bonne foi non plus, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas normal non plus. Voilà, moi je dis c'est signé. Je pense que c'est vraiment il y a une volonté justement de vouloir écarter encore une fois tout cherchant, tout chercheur, tout trouveur, hein, comme on le dit aussi, c'est le plus important. Et on a compris. Finalement c'est motivant. On nous dit non, ok d'accord, donc on continue quoi. Voilà, on continuera. Et puis, oui, c'est chouette. Faut se dire de toute façon que t'es pas seul. Et il y en a plein d'autres, comme je le disais aussi là tout à l'heure, il y a plein de chercheurs qui n'apparaîtront jamais dans une interview parce que, et mon Dieu, ils ont bien raison aussi, voilà, de pouvoir le faire de manière pourquoi pas intime aussi, c'est quelque chose de personnel, je pense, ce genre de recherche. Maintenant, si on peut les partager, c'est encore mieux, bien entendu. Voilà. Donc, en tout cas, ouais, Christophe, vraiment, pour un Belge, je suis vraiment fier de savoir qu'il y a la Belgique qui fait partie aussi. Alors, bien sûr, on pense à Johan et à tous les chercheurs belges aussi qui sont passés par là, hein, mais il y en a quand même quelques-uns quand même qui sont passés par là, qui vivent encore d'ailleurs, hein, qui sont des pionniers aussi dans cette affaire-là. Voilà, mais c'est vrai que ça devient rare et surtout des jeunes comme toi, j'ai envie de dire. Hein, voilà, c'est encore une fois des sujets qui ne sont plus trop repris malheureusement dans les générations plus récentes, on va dire. Et on a reçu Rudy Jacquier aussi, bien sûr, qui est français, qui est jeune aussi encore. Et voilà. Et on lui fait un coucou s'il écoute cette émission. Mais vraiment, voilà, je pense que ça devient vraiment rare, cette génération qui s'intéresse comme tu dis, ces histoires du passé qui finalement sont peut-être pas si importantes que ça. Et Mais j'ai l'impression aussi que ça devient plus international. oui, c'est vrai, Ça s'intéresse peut-être un peu plus à l'étranger qu'en France, j'ai l'impression. c'est vrai. Je sais pas, quand je vois mes vidéos, je sais pas, allez, il y a des gens qui regardent en Pologne, il y a au Canada, Ah ouais. plus qu'en Belgique en tout cas. Donc, je ne sais pas, là, je ne m'explique pas le. Bon, maintenant, il n'y a pas longtemps que le canal a commencé aussi. Peut-être que c'est juste en fonction des recherches sur YouTube ou je ne sais pas. Et donc, toi, Gérard Dessay, tu penses que c'est quoi? C'est un peu comme Pierre Plantard, c'est un mystificateur pour toi? Tu penses tu disais justement, très justement, qu'il aurait un petit peu exagéré. Finalement, certains chercheurs disent que c'est aussi pour vendre son livre. Hein. Finalement, c'est un peu l'inventeur du putaclic YouTube avant l'heure. Mais toi, tu penses il en aurait vraiment rajouté Mais en fait, moi, je pense pas que j'irai pas jusqu'à dire que Gérard de Sède a manipulé les gens ou ce genre de choses. Non, pas du tout. Je pense que c'était plutôt un écrivain, c'est un romancier en fait au départ. Enfin, c'est le but de ses enquêtes, c'était quand même aussi surtout d'écrire des romans.
Et donc là, je pense il y a eu il y a eu des altérations par rapport à la réalité de certains détails. Alors là, je sais pas, ça peut être que Gérard de Sède n'était pas au courant de certaines informations. Ça peut être aussi qu'il les a mis en scène volontairement. Je veux dire que volontairement, il a fait des mises en scène en faisant des recoupements, en disant, tiens, ça, ce serait mieux comme ça me fonctionnerait mieux pour mon histoire de trésor. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il y a quand même bon, une série de détails comme ça qu'aujourd'hui, avec le recul, on peut. Parce que finalement, le mythe que Gérard de Sède a mis en place, il est encore très tenace aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de gens qui sont très, très affairés à la version de Gérard de Sède et ces détails-là ne peuvent pas être mis en question parce que c'est l'histoire que tout le monde a connue, c'est l'histoire que tout le monde a aimée et quelque part, changer des paramètres de cette histoire-là, c'est détruire le mythe de Rennes-le-Château ou je ne sais pas. Mais oui, il y a quand même des petits éléments qui font comprendre que finalement, il y a une part de roman là-dedans. Et donc, par exemple, il y a cette histoire de la dalle des chevaliers. Donc voilà, selon l'histoire, comme tout le monde la raconte maintenant, l'abbé Sonner aurait retrouvé donc une fiole avec un parchemin qui était dans le balustre de la chaire en bois. Que le carillonneur aurait découvert la fiole et l'aurait remis à la Bessonnière avec le document. Et de là, apparemment, il aurait très vite compris qu'il y avait une crypte à ouvrir là qui était près de l'hôtel. Et donc, dans l'histoire, c'est raconté que il retourne la dalle qui fermait la crypte et qu'elle est gravée. C'est la fameuse dalle dite des chevaliers avec un bas-relief, une dalle qui est datée de l'époque carolingienne, ce genre de choses. Et dans cette histoire même aussi, on parle d'une houle remplie de pièces d'or que les enfants auraient vue. Et par contre, si on reprend un témoignage, le témoignage qui a été écrit par l'abbé Mazières, donc lui, il a connu les enfants de chœur de l'abbé Saunière, il a connu l'abbé Saunière, et donc il a écrit un texte où il parle de cette époque où l'abbé Saunière a ouvert la crypte. Et dans ce témoignage-là, il y a des informations qui sont très intéressantes parce que, par exemple, il parle, ben oui, en fait, l'abbé Saunière a demandé aux enfants de chœur de soulever la dalle. Il y avait en effet un espace en dessous et en effet, il y a un des enfants de chœur qui a vu ce qu'il y avait dedans et qui dit qu'il a vu qu'il y avait un passage, une espèce de faille avec des marches qui sont grossièrement taillées dans le roc. Donc, ce genre d'information, ça nous donne déjà l'idée qu'il y a quelque chose de taillé dans le roc, donc il y a déjà plutôt une faille naturelle qui se trouvait là et qui avait été ménagée en crypte, tout ça. Et bon, dans le texte, on dit que, enfin, il dit que, en fait, la Bessonnière a dit que c'était bouché, qu'on ne savait pas descendre. Et ça, je veux bien le croire parce que c'est très cohérent finalement. Parce qu'après, ils renvoient les enfants de chœur et quand ils reviennent, la dalle a été remise en place et bouchée. Et donc, dans ce témoignage, il y a aucune trace de la dalle avec le bas-relief. Or, si ça avait été vrai, je pense que c'est une des premières choses que les enfants de chœur auraient mentionné, que le témoin aurait mentionné. Or là, il parle pas d'une dalle spéciale, il dit juste on a soulevé la dalle, on l'a retournée et c'était ouvert. Il parle à aucun moment d'un bas-relief. Et la houle, avec les pièces d'or, elle est complètement absente du témoignage aussi. Alors, c'est possible qu'il y avait là un petit trésor du temps de la Révolution, quoi, c'est possible. Mais dans le témoignage, il est complètement, ça n'existe pas. Et en fait, si par rapport à la dalle des chevaliers, on a, enfin, le mythe de Gérard de Sède, il dit aussi que quand l'abbé Saunière est arrivé, l'église était en ruine, que c'était une église totalement délabrée et tout ça.
Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Parce que il y a déjà des travaux de rénovation qui ont commencé 1 an avant l'arrivée de Saunière. En fait, il y a un registre enfin, dans les archives de la CESA, et là, il y a une petite liste avec des interventions qui ont eu sur l'église de Rennes-le-Château. Donc, il y a quelques dates qui sont notées, je sais pas, changement de la cloche. Et en 1884, donc juste 1 an avant l'arrivée de Saunière, il y a eu une tempête ou un orage, et en fait, la voûte, elle s'est écroulée. La voûte de l'église s'est écroulée. Et donc là, il y a eu des travaux pour restaurer la voûte, donc la remettre en place. Et ils ont refait une partie du carrelage aussi, parce qu'en s'écroulant, la voûte a détruit le carrelage, une partie du carrelage. Et donc, en fait, la dalle des chevaliers, elle aurait été découverte à cette époque-là, quand ils ont déblayé la voûte écroulée. Et quand ils ont commencé à enlever les dalles cassées pour les remplacer, et ben là, ils auraient trouvé la dalle des chevaliers. Et en fait, personne n'y a accordé d'importance. Il l'aurait déplacé et il l'aurait amené dans le jardin de l'église, où il faudra attendre le début du XXe siècle. Je crois que c'est vers 1906 ou par là, qu'il y a des gens qui commencent à s'intéresser à cette dalle en disant, mais c'est quand même un bas-relief, c'est un témoignage du passé, et c'est là, sous la pluie, en train de se détériorer. Et donc finalement, elle a été déplacée vers un musée et tout ça, mais elle est restée pas mal d'années dehors en fait. Et en fait, quand Saunière est arrivé, la dalle, en principe, elle était déjà dans le jardin. Donc je pense que cette relation avec la crypte, en fait, c'est une invention de Gérard de Sède pour donner plus de corps à son roman. Et d'ailleurs, ça ne tient pas la route parce que, bon, si l'abbé Saunière a ouvert la crypte et que le jour même elle était refermée, comment ça se fait que la dalle des chevaliers se trouve dehors? Je veux dire, il aurait fallu qu'il trouve exactement la dalle du même gabarit en moins d'une journée pour pouvoir euh, refermer cette crypte. Donc pour moi, c'est pas possible, c'est une invention de Gérard de Sède. Cette dalle des chevaliers elle n'a jamais fermé la crypte en fait. Ça se tient, ça se tient, ça se tient. Pourquoi? De toute façon, encore une fois, il y a eu. On n'était pas là. Clairement, on n'était pas là. Et le peu de témoignages qui restent, enfin les écrits, comme tu dis, qu'on ne trouve pas visiblement sur ça, à part du témoignage oral, bah, finalement, on ne peut se fier qu'à ça et non pas quelque chose d'officiel, en tout cas. Voilà, c'est ça que toi, tu veux un petit peu dire aussi. Alors, qu'est-ce que tu penses justement, toi, Christophe, personnellement? Parce que, mon Dieu, attention, hein, on va avoir justement des spécialistes dans les commentaires, donc je comprends que c'est pas toujours évident à, à dire. Qu'est-ce que toi, tu penses carrément du trésor? De quelle nature est-ce qu'il serait pour toi? Alors pour moi, oui, euh, bon, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect qui est immatériel, je veux dire quelque chose de philosophique qui a rapport avec, avec le savoir, avec l'histoire, peut-être avec la science. Quelque chose du passé auquel nos ancêtres ont accordé beaucoup d'importance et qui est devenu aussi très vite un tabou pour eux. Enfin, je veux dire, dans les temps anciens, je pense que c'était déjà un privilège de prêtre de savoir ce qui se passait là, quoi. Alors, je pense qu'en effet, ça peut avoir un rapport avec une civilisation antérieure au déluge. Moi, je pense que, enfin, mes enquêtes, en tout cas, elles me mènent sur des choses qui se trouvent dans ces thèmes-là. Ceci dit, j'y vois absolument rien d'impossible. Et justement, la présence de ce phénomène aussi astronomique qui correspond finalement à une des plus anciennes cités de l'humanité, pour ainsi le dire. Et aussi, bon, symboliquement, c'est aussi une très, très ancienne capitale religieuse. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose de sérieux à creuser dans cette voie-là.
Et puis, il y a un trésor que j'appellerais, oui, qu'on pourrait dire matériel. C'est-à-dire, bon, il a déjà un aspect qui est archéologique. Donc, moi, je pense qu'il y a les restes d'une cité, ou en tout cas d'aménagements très anciens qui sont là, qui ont évolué dans le temps aussi. C'est pas seulement d'une époque, c'est un peu comme un millefeuille aussi. Il y a plusieurs époques là-dedans. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là qui est purement archéologique. Et puis, il y a aussi un aspect trésor, je veux dire des matériaux précieux, des choses comme ça, des œuvres d'art. Le fameux trésor sacré dont on parlait déjà bien avant Gérard de Sède, il y a quand même plusieurs chroniqueurs voilà, qui ont mentionné le fait que les Visigoths auraient ramené le trésor de Rome par là et que c'est probablement dans cette région-là qu'il est resté caché. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'assez ancien. Et donc, je pense que ce trésor sacré, il existe quelque part, il existe. Mais par contre, je pense que Gérard de Sède, il a fait beaucoup de tort à l'affaire de Rennes-le-Château enfin, en mettant, en présentant un mythe ou une histoire dans laquelle, en fait, les gens pensent qu'il y a un trésor qui est là quelque part et que c'est ouvert et que n'importe qui, celui qui a la chance de savoir où ça se trouve, peut arriver là, aller se balader, se servir. Ça, je pense que c'est pas du tout possible. Enfin, si ce trésor sacré, il existe, il est bien, il est complètement hermétique. Enfin, il n'est pas accessible. Il est caché dans un endroit où on ne sait pas accéder. Enfin, il est enterré carrément. Et je pense que même si on arrive à ouvrir ces cavités, à rentrer dedans, il y a beaucoup de dangers. C'est entre guillemets piégé, quoi. Je veux dire, la cachette est un piège naturel. C'est des cavités qui sont aussi dangereuses, surtout si elles sont bouchées en plus. Donc il y a une espèce de piège naturel qui protège ce trésor sacré. Alors maintenant, je pense qu'il y a deux histoires de trésors à Rennes-le-Château. Il y a deux histoires qui se croisent et il y a une amalgame qui s'est faite. Enfin, cet amalgame-là, elle vient justement du fait qu'on est sur une histoire qui est double. Alors, on va dire que le meilleur témoin de cette affaire, finalement, c'est l'abbé Bigou, qui s'est retrouvé dans une double position. Donc l'abbé Bigou, il aurait reçu, enfin, la marquise de Blanchefort lui aurait commandé de réaliser son tombeau dans le cimetière de Rennes-le-Château. Et donc, comme je le présente dans mes vidéos, c'est quelque part un outil cryptologique qui est là pour nous signifier que la dalle de Blanchefort et l'énigme est in Arcadia Ego qui est gravé dessus, que c'est quelque chose d'ancien, que c'est un secret de la région et qu'il a été protégé en étant caché là dans le cimetière de Rennes-le-Château. Donc il y a eu cette dalle ancienne et puis la stèle et les parchemins qui en fait fonctionnent ensemble. Donc le texte de la stèle combiné avec le texte du parchemin donne le message codé que tout le monde connaît. Et donc, en fait, tout ça, c'est un tout. Et ça a à voir avec l'énigme Et in Arcadia Ego. Et donc, ça, ce serait l'histoire d'un secret, d'un trésor sacré, de quelque chose de très ancien qui est caché là, mais qui n'est pas forcément accessible. Et puis, il y a probablement une dizaine d'années après la mort de la marquise de Blanchefort, en fait, moins de 10 ans plus tard, il y a eu la Révolution, la Révolution française. Et donc là, je crois que à cette époque-là, ben, l'abbé Bigou, il était à Rennes-le-Château, il venait de terminer ce qu'il fallait faire pour la marquise de Blanchefort. Et à ce moment-là,
enfin, quelqu'un de l'évêché d'Alais serait arrivé à Rennes-le-Château, il lui aurait dit, voilà, ça va, enfin, les temps deviennent difficiles et dangereux, il faut absolument qu'on cache le trésor de l'abbaye quelque part. Et comme on se souvient qu'il y a une crypte à Rennes-le-Château, c'est ici qu'on va le mettre. Et donc l'abbé Bigot, il aurait trempé dans cette affaire-là d'aider l'évêché à cacher le trésor de l'abbaye d'Alais à Rennes-le-Château. Alors ce qui se passe, c'est qu'on sait qu'à cette époque-là, à la Révolution, la crypte des seigneurs, elle était déjà bouchée en fait. Parce que il y a des cercueils, l'espace dans lequel est descendue la Bessonnière, en fait, c'est une espèce de vestibule. Cette crypte qui se trouve, c'est une espèce de vestibule. C'est un petit espace dans lequel il y a un tunnel ou une faille qui démarrait de là et qui est écroulée. Et donc, on sait par exemple que je crois que c'est Henri de Hautpoul, qui est un des seigneurs de Rennes, il avait demandé dans son testament d'être inhumé dans la crypte des seigneurs. Et en fait, on retrouve son tombeau, on retrouve son cercueil dans cette crypte-là, qui n'est pas la crypte des seigneurs, mais qui se trouve devant, parce que là, on ne sait pas aller à la crypte des seigneurs vu elle est bouchée. Et donc, comme ils n'ont pas pu le mettre dans la crypte des seigneurs, ils l'ont mis au plus près, c'est-à-dire là, là où est descendue la Bessonnière. Mais donc, ça veut dire que si à cette époque-là, la crypte était fermée, mais les moines de l'abbaye d'Alais, ils n'ont pas pu aller y mettre le trésor de l'abbaye. Surtout que, bon, ben, s'il y avait d'autres gens qui connaissaient l'existence de la crypte, ils auraient pu aller le piller là. Mais donc, l'idée, c'est plutôt qu'il existait un souterrain de sortie, parce que finalement, ben voilà, il y a quand même, moi je pense qu'il y a un réseau de grottes sous la colline de Rennes-le-Château. Et bon, je suis pas le seul à le penser qu'il y avait au moins, enfin, on parle au moins de deux souterrains qui relient Rennes-le-Château à l'extérieur, quoi. Des souterrains qui vont quelques kilomètres plus loin. Et donc l'idée là, c'est qu'ils auraient été cachés ce trésor d'Alais, mais à la sortie de la crypte des seigneurs. Et donc quelques siècles plus tard, on a l'abbé Saunière qui arrive à Rennes-le-Château. Alors lui, il n'arrive pas là par hasard. En fait, il est guidé par quelqu'un. Alors je ne sais pas s'il est manipulé, si c'est ce qu'il fait ou si c'est du hasard. Enfin, s'il est conscient de ce qu'il recherche ou si on lui a juste demandé de rechercher quelque chose sans qu'il ne sache de quoi il s'agit. Parce que par exemple, l'abbé Bigou, je crois qu'il a fait le codage de cette dalle, mais sans savoir quel était le secret. Lui, ce qu'on lui a demandé, c'est juste de faire ce monument ou ce dispositif. C'est pas pour ça qu'il savait forcément de quoi il s'agissait. Et donc, l'abbé Sonnière, il aurait été envoyé là pour rechercher finalement ce que la marquise de Blanchefort avait caché, avait fait cacher pas mal d'années avant. Donc, on lui avait demandé de retrouver les parchemins. Apparemment, ça, ben, il y a quelqu'un qui se souvenait où c'était, puis qu'il l'a trouvé tout de suite. Il a tout de suite commencé par faire déplacer le pilier de l'hôtel. Donc, là, je pense qu'il y avait un souvenir de ce qu'il y avait à retrouver à Rennes-le-Château et qu'on a demandé à la Bessonnière, ben voilà, il faut retrouver des parchemins et il y a un tombeau quelque part qui tient des informations, il faut que vous le retrouviez aussi. Et c'est ce qui expliquerait aussi son engouement pour la crypte. Une fois qu'il a découvert la crypte, après, il a fait aussi retourner toute la nef, il a creusé, en sachant que c'était au départ une chapelle funéraire, donc est-ce qu'il recherchait là un tombeau qui était caché dans l'église? En tout cas, il a l'air qu'il a accordé beaucoup d'importance à cette affaire enfin, au thème d'un tombeau ou de la crypte, en tout cas. Et donc, qu'est-ce que je disais avec ça? Oui, il fait des fouilles dans la nef et tout ça.
il trouve rien. Et finalement, c'est une dizaine d'années après, bon, non, pas 10, mais 6, 7 ans après, qu'il va seulement retrouver la tombe de la marquise de Blanchefort dans le cimetière de l'église. Et ça- et c'est à partir de là qu'il arrête de fouiller sur le terrain, sur l'église et tout ça. Et là, il passe à autre chose. Sa vie, elle change, son comportement, son train de vie, il y a tout qui change. C'est ça. Et donc, moi, ce que j'en conclus, ben, c'est que, en fait, voilà, à partir du moment où il découvre la dalle de Blanchefort, il accomplit sa mission. Donc, on lui a demandé de retrouver des documents qui sont des parchemins et autre chose qui a rapport avec un tombeau. Il les a retrouvés, donc sa mission, elle est terminée. Mais je pense que dans cette épopée, à un moment donné, il a dû retrouver, peut-être sans doute, c'est sans doute ça qui était dans le petit parchemin dans le balustre, qui lui a fait ouvrir la dalle et tout ça. À mon avis, il a eu quelque part des informations qu'il a découvert que l'abbé Bigou lui avait laissées à propos du trésor de l'abbaye d'Alais. Donc pour dire, voilà, on est à l'approche de la Révolution, le trésor de l'abbaye d'Alais a été caché à cet endroit-là, que finalement seul un curé de cette église-là pouvait savoir à propos de la crypte, des souterrains. Seulement un curé de Rennes-le-Château aurait pu le savoir quelque part. Et donc, ben, l'abbé Saunière, il aurait profité de cette information, tout simplement. Je veux dire, on lui aurait demandé de rechercher des trucs et tout ça, et à côté de ça, il trouve autre chose qui lui dit, ah, il y a un trésor qui est caché là pas loin. Et donc, je pense qu'il s'est mis à son compte à rechercher ce trésor, qu'il l'a trouvé, qu'il en a exploité une partie, et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi comment il s'est pas trop fait repérer, parce que bon, il a pas manipulé des pièces romaines, ni des pièces wisigothes, ni des. Là, c'est un trésor. Oui, il y a des pièces plus anciennes et tout, mais apparemment, il aurait aussi transformé ces objets religieux. Enfin, ce serait surtout un trésor d'objets religieux, mais donc il aurait, par exemple, enlevé les diamants, les rubis, les pierres précieuses, et, et faire refaire d'autres bijoux avec ce matériel-là, quoi. En fait, lui, ce qu'il aurait fait, c'est détruire les preuves qui, qui auraient permis de faire le rapprochement entre ces objets et le trésor d'Alais. Et donc voilà, moi c'est l'idée que j'en ai, quoi, finalement, c'est que on a deux histoires qui se croisent et il y a une amalgame entre les deux, parce que quelque part, oui, il y a un peu des preuves ou des choses qui sortent sur le fait que la Bessonnière aurait trouvé un trésor. Mais ceci dit, c'est pas un trésor non plus où il n'y a pas suffisamment de preuves ou la preuve de suffisamment de mouvement pour justifier toutes ces constructions, tout le domaine et tout ça. Ben, finalement, ça peut pas venir que de là non plus, quoi. Et donc, je pense que d'un côté, on a cette recherche d'un mystère très ancien, et à mon avis, les travaux de l'Église de la Rénovation, pour moi, c'est pas un travail personnel de la Bessonnière non plus. Je pense que ce sont ces gens qui lui ont demandé de retrouver les parchemins, les documents et tout ça. Je pense qu'ils ont eu l'intention de construire un monument à Rennes-le-Château, c'est-à-dire de transformer cette église en un monument qui a quelque chose à voir avec ce secret régional ancestral. Oui, en tout cas, c'est vrai que on comprend que Rennes-le-Château et toutes ces constructions, finalement, de toute façon, c'est une manière de marquer le coup, de marquer à jamais l'histoire, en tout cas, enfin jamais, je ne sais pas, on ne le sait pas, mais en tout cas comme certains auteurs justement ont pu faire ou certains peintres, laisser en tout cas une trace justement sur ce pan de l'histoire et comme tu dis quelque part, comme je l'ai déjà dit de toute façon avec l'interview de Jean-Patrick Pourtal, c'est de toute façon, encore une fois, l'arbre qui cache la forêt à Rennes-le-Château, pour moi, il y a encore quelque chose d'autre à creuser, peut-être encore plus important.
Et il n'est pas étonnant que Saunière, en tout cas hypothétiquement, que Saunière aurait fait effectivement la découverte d'autres vestiges, d'un autre trésor, et justement peut-être le trésor qu'on lui a demandé de chercher. Et ça lui en a coûté, je pense, à mon avis, la vie, parce que il a quand même été dans les dettes, etc. Et puis voilà, il a quand même des soucis de santé rapidement, et à mon avis, il en a payé les pots, et il a peut-être, comme on dit, doublé ben, ses commanditaires. Je pense que c'est quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas apprécié. Alors j'en ai pas de preuves, hein, c'est moi qui avance ça. Mais voilà, ça me semble assez logique finalement. C'est des histoires très très mafieuses finalement tout ça, hein, quelque part. C'est pas net, hein, c'est clairement pas net. Et je pense que dès qu'il y a de toute façon euh, comment ce que je veux dire un trésor ou en tout cas un intérêt financier clairement ou trésorier ou encore mieux que ça quelque chose qu'on doit cacher par rapport à l'histoire comme je le disais au début. Je pense que de toute façon, c'est de toute façon un lieu qui est terrible, ça on l'a compris. Et en tout cas, voilà, donc je pense vraiment que c'est une affaire qui, comme je le disais à chaque fois, pour Rennes le château, etc., n'est pas encore, ne sera pas encore résolue demain. Et bah, quelque part, voilà, c'est assez excitant finalement comme aventure, hein, comme matière. Et bah, ça nous anime. Et il y en a certains qui, voilà, encore une fois. En paye les pots cassés. Et donc, c'est vraiment une affaire qu'il faut faire, où il faut faire vraiment très attention au niveau enquête, au niveau de ce qui est de fouiller, peut-être parfois de s'abstenir peut-être de déclarer certaines choses et pour pouvoir mieux avancer. Je pense qu'il y en a plein qui le font. Mais en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, on l'a compris. Cet aspect archéo-astronomique, j'aime beaucoup le mot en fait, est intéressant ici et donc voilà. Encore une fois, Christophe, tu es l'un de ces chercheurs qui eh bien, viens nous partager tes recherches. En tout cas, grand merci parce que voilà, c'est toujours encore une fois, comme je le dis, quelque chose à prendre. Ça fait partie encore une fois, de ce grand puzzle, de cette grande enquête. Et je pense qu'il est important que des gens comme toi bah, puissent, pourquoi pas, partager leur travail, leurs travaux de recherche. Et encore une fois, ben, on dit une grosse merde, on te souhaite une grosse merde pour la suite pour ce nouveau livre qui va, je l'espère, très très vite paraître. De toute façon, dès qu'il y aura eh bien, un lien, je le mettrai de toute façon ici dans la description de cette vidéo, il n'y a pas de problème. Donc, je conseille aux auditeurs, pardon, je conseille aux auditeurs donc d'aller lire L'énigmatique mémoire de Sion, donc paru en 2019. Je mettrai tout ça en lien, bien sûr, mon cher Christophe. Et d'ici là, ben écoute, encore une fois, fais-nous de bonnes vidéos encore intéressantes, parce que je sais qu'il y a un public aussi, qu'il y a un public qui te remercie aussi beaucoup, et il y a beaucoup de gens qui te suivent aussi. Et donc vraiment, voilà, je mettrai de toute façon le lien de ta chaîne, bien entendu. L'œil frontal, bien entendu. Pourquoi ce nom, l'œil frontal, en fait, Christophe? Ah, l'œil frontal, oui, bien sûr. Il y a plusieurs sens, en fait. Euh, il y a un petit côté, la référence au Cyclope, qui est une figure de l'Arcadie, quoi. Bon, il y a un petit côté, l'œil frontal, le troisième œil, c'est-à-dire, c'est une manière d'exprimer le concept de ne pas voir avec ses yeux, mais avec, plutôt avec son cœur, ou enfin, ne pas voir un autre mode de vision. Et puis aussi, ben, l'œil frontal, c'est un peu le regard frontal, quoi, sans tabou. Ok, écoute Christophe, grand merci pour ton partage, d'être venu nous partager sur les sentiers du réel eh bien, tes recherches, ou en tout cas une partie de tes recherches. De toute façon, je mettrai encore une fois, comme je l'ai dit, le lien de ta chaîne dans la description pour que les auditeurs aillent voir bien ton travail. Et en tout cas, félicitations encore une fois pour tout ça. Et donc, on te souhaite, au nom des auditeurs et moi-même, tout le courage et toute la bonne chance que tu vas pour que tu puisses nous pondre encore d'autres vidéos intéressantes. Et de toute façon, encore une fois, on sera là aussi
pour la sortie de ton bouquin, donc en 2024, je l'espère en tout cas. Et grand merci à toi en tout cas. Mais merci beaucoup pour les encouragements et surtout merci de m'avoir donné la parole dans cette émission. Bah oui, pour moi, c'est important de pouvoir aussi partager tout ce travail. C'est sûr, et donc j'espère que ça t'offrira une meilleure visibilité aussi, mais comme je le disais, elle est déjà pas mal du tout hein, par rapport à ton nombre d'abonnés, et par rapport aux vues que tu fais, et surtout à l'engouement des auditeurs aussi. Donc vraiment, voilà, toujours dans la bienveillance, hein, ça c'est ce que je demande aux auditeurs, c'est vraiment le principal, et laisser parler tout le monde, et quel que soit encore une fois le point de vue, qu'on soit d'accord ou non, ça fait toujours partie encore une fois eh bien de ces recherches. Encore une fois, il n'y a pas, il y a pas, il y a rien à jeter là-dedans. Non, c'est ça, moi je ne suis pas en train d'affirmer les choses, mais disons que je propose mes idées, quoi, c'est à partager. On peut être d'accord ou pas, ça c'est chacun chacun son point de vue, quoi. Exactement, ça c'est encore une fois une question toujours d'ego, d'humain, etc. Donc, en tout cas, grand merci Chris, à tout bientôt. Et moi je vais dire, bien écoute, on va souhaiter déjà d'ores et déjà une bonne année aux auditeurs, hein, ma foi, on est déjà un petit peu en avance. Mais enfin voilà, de toute façon on le fera encore en janvier, on a jusqu'au 31 pour le faire. Donc, une bonne année à tous et à toutes. N'oubliez pas de vous abonner, de Bonne année, partager. meilleurs vœux. Pas de Voilà. souci. N'oubliez pas de partager cette émission, de la commenter, de liker. Faites ce que vous voulez, de faire un petit don éventuellement pour soutenir la chaîne. Ça fait toujours plaisir, bien sûr. Et on se retrouve nous en 2024 pour d'autres aventures. À tout bientôt. Ciao, ciao.